disposer de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indique à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. L'industrie des télécommunications est en plein changement. Bell Canada est également en plein changement. Et à travers tout ça, vous recevez des offres d'achat pour privatiser l'entreprise. Que faire? Comment s'enligner? Eh bien, PHP Solutions Financières est là pour vous aider. Composé de Julien Pelletier, Dominique Provost et moi-même, Zachary Oxley, nous allons répondre au mandat que vous nous avez confié. Le mandat d'évaluer votre entreprise, de déterminer quelle est la meilleure stratégie à prendre au niveau de la vente des actions et si même ça vaut la peine de vendre ces actions-là. Eh bien, laissez-moi d'emblée répondre à la question. Non, on ne va pas vendre les actions de BCE. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui dans la présentation, c'est qu'on va vous dire pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que vous devez présenter aux actionnaires pourquoi, en fait, quelle solution vous leur proposez à eux. Nous, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous donner les arguments. On va vous donner toutes les ressources que vous avez besoin pour convaincre les actionnaires que c'est la bonne mesure à prendre et puis qu'il faut conserver Bell Canada au Canada. Donc, si vous me permettez, la manière qu'on va faire ça, c'est qu'on va commencer avec un diagnostic de l'entreprise. Ensuite, on va analyser tous les risques associés à Bell Canada. On va évaluer l'entreprise de façon, arithmétique. Ensuite, on va présenter les arguments clés que vous devrez présenter aux investisseurs. Et finalement, on va établir des perspectives d'avenir. Où est-ce que ça va nous mener, ce projet-là? Donc, si on commence avec un diagnostic rapide de l'entreprise, au niveau du marché, on voit qu'il y a une pénétration massive d'Internet et du sans-fil. Donc, je vous disais que le marché est en transition, ça se transige beaucoup vers le sans-fil. Donc, c'est sûr que vous avez des infrastructures majeures avec la téléphonie avec fil, si on veut. Là. Et bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il commence à être de plus en plus désuet. Ensuite, comme je l'ai mentionné, la chute de la téléphonie sur fil. Et finalement, avec tous les nouveaux services qui entrent, donc justement la téléphonie IP, la téléphonie sans fil, on accroît les marges. Donc, au niveau du secteur en général, il y a vraiment un accroissement des marges qui sont importantes. Si on poursuit justement avec les télécommunications plus précisément, au Canada, il y a un très petit nombre d'acteurs. On parle surtout du Big Three, Bell, Rogers, TELUS, dont on va parler un petit peu plus tard. Ensuite, il y a le CRTC qui a quand même une importance très grande là, dans les télécommunications au Canada. C'est elle qui régit et les coûts d'achat et les prix de vente et toutes les transactions entre les compagnies de télécommunications. Et puis finalement, on voit dans le secteur une certaine restructuration. Donc, il y a quelques années, ça a transigé vers les fiducies pour accroître le rendement des actionnaires. Le rendement des actionnaires qui est quand même très important dans le secteur des télécommunications. C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup parce que ce sont des très grandes entreprises. Donc, si on regarde maintenant plus précisément, au niveau du diagnostic de l'entreprise, on n'a pas fait une analyse complète, c'est-à-dire des faiblesses et des opportunités qu'il pourrait y avoir. Nous, ce qu'on veut vous donner, c'est les outils pour convaincre les actionnaires que notre décision est la bonne. Donc, si on regarde les forces de votre entreprise, ce qui va vous aider là-dedans, c'est les produits et votre clientèle variée. C'est la stabilité et la constance de votre rendement. Le rendement que je l'ai mentionné qui est si important pour les actionnaires, c'est la satisfaction justement des actionnaires qu'ils ont déjà. Leur rappeler qu'ils ont investi en Bell, ils sont satisfaits de leur investissement et puis que ça risque de se poursuivre dans l'avenir. Ensuite, la taille de l'entreprise, c'est un rendement qui est sûr, c'est un rendement, c'est une entreprise qui est bien implantée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire valoir. Au niveau des menaces, c'est sûr que là, il va falloir en fait présenter l'autre côté des menaces, puisque c'est sûr que les investisseurs ils les connaissent, ces menaces-là. Les innovations qui sont nécessaires au niveau de la fibre optique, du sans-fil, de la téléphonie IP, vous pouvez les convaincre que Bell est en mesure de faire ces investissements-là. D'ailleurs, Bell est déjà chef de file en fibre optique. Ensuite, les nouveaux acteurs en compétition indirecte, on pense aux gens qui offrent des services de télévision en ligne ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il va falloir également convaincre les actionnaires qu'on est capable de contrer ces risques-là. Et puis, Bell est encore un bon investissement. Et ensuite, il y a Rogers et sa présence sans fil. Donc, on sait que le sans fil est de plus en plus important. Rogers développe son sans fil de façon importante, donc ça va être important également de rappeler aux actionnaires qu'on est capable de battre Rogers, qu'on est plus gros que Rogers, et puis que ça va se poursuivre dans l'avenir. Donc, au niveau du groupe témoin qu'on établit pour tous les calculs financiers qu'on va voir plus tard, ainsi que le reste de l'analyse de l'entreprise, on a constitué un groupe témoin avec vos compétiteurs. Comme je l'ai mentionné, on parle en télécommunications au Canada du Big Three, les 3 grosses entreprises, TELUS, Rogers, Bell. Et bien, c'est de ce groupe qui est composé notre groupe témoin. Ce sont des compétiteurs directs, ils offrent tous les mêmes services, ils sont de taille semblable. Évidemment, Bell est la plus grosse.
Et puis, il y a des services qui sont comparables, donc en téléphonie, en Internet, en téléphonie sans fil. Donc, en conclusion, on a décidé de laisser de côté les deux plus petits compétiteurs, ceux qui sont implantés dans seulement quelques provinces, pour vraiment se concentrer sur comparer en fait des pommes avec des pommes et dire Bell, comment ça se compare avec Rogers et TELUS. Donc, si vous me permettez de faire ça, justement, faire une analyse un petit peu financière des états financiers de Bell, Rogers et TELUS, on voit que TELUS, en fait, a des très bons ratios financiers. Il présente très bien ça au niveau de l'endettement, de tous les ratios que vous voyez à l'écran. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Bell se situe dans la moyenne. Ils ont en fait des ratios qui sont quand même très intéressants et puis qui présentent une certaine stabilité, une certaine santé financière. Donc ça, il n'y a rien d'inquiétant à ce niveau-là. Pour les investisseurs, c'est également quelque chose que vous pouvez présenter. Les ratios sont tout à fait dans la norme et puis il n'y a rien d'inquiétant au niveau de vos états financiers. Donc si on regarde maintenant les risques qui seraient associés en fait à un nouvel investissement et puis comment ça pourrait influencer la valeur de l'entreprise, on va voir que ça influence la valeur de l'entreprise. On a en fait des nouveaux acteurs, comme je l'ai mentionné, dans des nouvelles technologies, la téléphonie IP, la télévision sur Internet et tout. On a également une certaine innovation qui est nécessaire. Donc ça, on peut voir ça comme une menace quand même constante, étant donné que dans le domaine de la technologie, toutes les entreprises doivent innover constamment. Donc c'est important d'être le premier au marché avec les nouvelles technologies, comme la fibre optique. Et puis finalement, la réglementation du CRTC. Un investisseur pourrait dévaluer, en fait, si on veut, la valeur de son entreprise, puisqu'il a peur que le CRTC bloque la transaction. Alors, c'est important pour eux, en fait, justement, de ne pas trop investir pour que le CRTC ne bloque pas trop. Et puis, à ce moment-là, ça peut causer certains problèmes dans l'évaluation de l'entreprise, comme on va le voir un petit peu plus tard. D'ailleurs, M. Provost va commencer avec l'évaluation de l'entreprise. Donc, afin de comparer la valeur de votre entreprise avec la valeur de l'offre qui vous a été faite aujourd'hui, on s'est donné à l'exercice de faire une évaluation, tout d'abord, d'une capitalisation des flux monétaires afin de savoir quelle est la valeur de votre entreprise aujourd'hui en fonction des revenus que vous rapportez à vos actionnaire. Donc, pour ce faire, nous avons tout d'abord calculé le coût du capital, c'est-à-dire en fonction du Capital Asset Model, en fonction du coût de la dette après impôt, qui est pondéré dans le secteur à 47 %, ce qui nous donne un CMPC de 7,64 %. Nous avons décidé d'ajouter une prime de risque à ce 7,64 % de 2 % puisque le secteur est en changement perpétuel et puis durant les dernières années et probablement au courant des années à venir, il y a de très gros changements qui s'alignent sur le marché et ça amène à l'entreprise un risque qui est plus élevé que ce qu'il était dans le passé. Donc, nous avons un coût moyen pondéré du capital final de 9,65 %. Donc, en ce qui a trait à la capitalisation des flux monétaires, nous sommes partis avec le bénéfice avant les activités le bénéfice des activités poursuivies, qu'on peut voir ici entre les années 2002 et 2006, duquel nous avons fait les redressements suivants, soit l'amortissement puisqu'il n'est pas une réelle sortie de fonds, les charges pour perte de valeur qui sont, elles non plus, pas une sortie de fonds, les intérêts débiteurs qui sont déjà considérés dans le calcul du coût du capital, et puis les autres charges et produits qui ne font pas partie des éléments principaux des entrées de fonds de votre entreprise. Nous obtenons donc un bénéfice après les redressements, duquel nous avons soustrait la charge d'impôt moyenne de votre entreprise de 28 % pour obtenir un flux monétaire discrétionnaire après impôt. Suite à ça, nous y avons mis une inflation moyenne pour les 5 années et nous les avons pondérés en fonction des années pour obtenir finalement une valeur des flux monétaires à capitaliser de 4 millions de dollars par année, multiplié par par votre coût du capital, ça nous donne une valeur capitalisée des flux monétaires de 48 milliards de dollars, duquel on ajoute la valeur actualisée des économies d'impôt et on soustrait la dette à long terme pour obtenir finalement une valeur de l'entreprise de 40,3 milliards de dollars. Si on divise par le nombre d'actions, ça nous donne une valeur intrinsèque de l'action de BCE de 46,88 $. Par la suite, nous avons fait une évaluation selon les multiples moyens du secteur. C'est-à-dire que nous avons pris les 4 multiples les plus utilisés dans les analyses des actions. Et donc, le multiple moyen des coûts sur la valeur comptable est de 3,33 pour, tel qu'on le précisait pour notre groupe témoin, Bell, Rogers et TELUS, ce qui nous donne une valeur de l'action de 48 et 23. Nous avons fait cet exercice-là
pour le ratio de cours-valeur comptable, cours-bénéfice, cours sur vente et cours sur les flux monétaires opérationnels. Les 4 valeurs que cela nous donne sont inscrites à l'écran pour des valeurs de l'entreprise oscillant entre 41,5 milliards et 50,9 milliards de dollars. Donc, je laisse la parole à mon collègue, M. Pelletier, qui vous expliquera les arguments à dire à vos investisseurs. Donc, au début de notre présentation, nous avons émis un nombre catégorique au fait de vendre votre entreprise. Premièrement, ce nombre catégorique était motivé par les aspects financiers. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en vert, c'est l'évaluation qu'on a fait de votre entreprise selon les différentes techniques qu'on a utilisées. Ce qui est en jaune, c'est la valeur de l'offre que le partenariat vous fait. Donc, c'était le temps de voir à quel point l'offre qui vous est offerte est en deçà de la vraie valeur de votre entreprise. Donc, outre les éléments quantitatifs, il y a les éléments qualitatifs. Vous êtes une société qui est installée au Canada. En fait, vous êtes une pionnière. Vous êtes la première entreprise de télécommunications au Canada qui est venue s'installer. Également, vous êtes très bien implanté. Vos produits sont très diversifiés, ce qui est une force pour votre entreprise. Et vous avez un rendement très constant. Vous êtes considéré comme les planificateurs financiers ainsi que le monde de la finance comme étant un titre sûr et fiable. Poursuivons. Donc, également, le fait de vendre votre entreprise vous aurez exposé à des risques au niveau du CRTC qui se trouve très conservateur en ce qui a trait aux étrangers qui souhaitent venir s'installer au Canada. Également, bien que ce soit une faiblesse dans le cas de vendre votre entreprise, c'est une force dans le cas où on conserve votre entreprise. Pourquoi? Parce que ça empêche les investisseurs étrangers de venir s'installer au Canada. Ça vous permet de rester dans un bassin plus restreint de compétiteurs, un peu moins de compétition. Poursuivons. Donc, dans la dernière année, ce qu'on observe, c'est une perte au niveau des services locaux, des services interurbains ainsi que de l'équipement. Ce sont des secteurs qui sont plus traditionnels, qui sont plus du passé. Donc, c'est des endroits où également vos compétiteurs ont perdu beaucoup de marché à ce niveau-là. Mais en contrepartie, vous avez fait des gains importants au niveau du vidéo ainsi que du sans-fil, qui sont des domaines d'avenir, des domaines en pleine croissance. Donc, les gains que vous avez réalisés sont dans des domaines, comme je disais, d'avenir, ce qui est une excellente chose. Donc, nous sommes d'avis que vous devriez vous concentrer essentiellement sur les domaines d'avenir, considérant que le marché est constamment en mouvement. Donc, il ne faut pas perdre le fil de l'actualité, ce que les consommateurs recherchent fondamentalement dans leurs besoins de tous les jours. Ces besoins-là sont lesquels? Le sans-fil, la fibre optique qui permet d'optimiser la vitesse d'Internet, ainsi que la diffusion web. Vous avez beaucoup de contenu en ce moment que vous diffusez à travers les radios, la télévision, etc., mais vous êtes peu présent sur l'Internet. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'augmenter cette présence-là sur Internet parce que c'est un domaine d'avenir. Donc, si on conclut en fait là, en rappelant tout ce qu'on a mentionné, en fait, on vous a dit dès le départ, non, il ne faut pas vendre les actions de BCE à des investisseurs privés. Donc, rappelons qu'il y a plusieurs avantages en fait liés à ça. D'ailleurs, tout ce que M. Provost vient de vous mentionner, M. Pelletier vient de vous mentionner, vous êtes une entreprise qui est bien implantée au Canada et surtout vos investisseurs sont satisfaits. Les investisseurs, ils savent qu'ils ont un bon titre entre les mains, ils veulent le conserver, d'ailleurs, ils le conservent longtemps. Donc, je crois que le meilleur argument que vous pourriez leur faire, au lieu de parler de Bell Canada, de parler de comment que Bell Canada pourrait en fait prendre de l'expansion si ça restait au Canada, vous pouvez leur parler directement à eux. Les investisseurs, c'est quoi l'impact pour eux? Qu'est-ce qui arriverait si jamais on vendait les actions de Bell Canada pour 42,75? Et bien, on va regarder ce qui se passe. On a un prix de vente de 42,75 sur lequel il y a un investissement moyen des investisseurs de Bell Canada de 30,53 %. Si on regarde le gain en capital imposable relié à ça, on obtient une charge d'impôt de 3,5 par action. Si on tient compte de la charge d'impôt, le rendement réel sur la vente de leur titre à 42,75, tel qu'elle est offerte en ce moment, serait de seulement 30 %. C'est sûr qu'à première vue, vos actionnaires pourraient être attirés, un rendement de 30 % instantané, c'est agréable, n'est-ce pas? Par contre, ce qu'on a, c'est des rendements de dividendes annuels de 5 %. Donc, on pourrait tout simplement mentionner, sans mentionner la valeur, les variations de valeur, les gains en capital possibles, tout simplement avec le rendement de dividendes et rien d'autre. S'ils conservent leur titre pendant quelques années supplémentaires,
ils vont être capables de faire leur 30 de rendement sans problème. Et puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez garantir aux investisseurs et puis qui va vraiment leur permettre de voir pourquoi c'est avantageux de garder les actions de Bell Canada au Canada. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation qu'on a faite ou si vous aimeriez avoir plus de précision sur ce qu'on vous a apporté, ça va me faire un plaisir de répondre aux questions. Merci. Merci. Effectivement, oui, on a des questions. Ma première question, c'est que vous avez utilisé une approche qui est basée sur les flux monétaires. Dans cette approche-là, vous avez redressé une charge d'amortissement parce que ce n'est pas nécessairement une sortie de fonds importante, mais pour maintenir cette croissance-là, on doit normalement faire des investissements assez importants annuellement. Je n'ai pas vu dans la présentation si vous en avez tenu compte de cet investissement-là annuel. Effectivement, dans le calcul des flux monétaires, il y aurait dû être inclus une section sur les investissements nécessaires pour soutenir la croissance. Puisque vous nous le dites présentement, je suis conscient que c'est une erreur qui a été faite. Ça a été oublié d'inclure. Cette dépense-là ferait donc varier la valeur de l'entreprise. C'est vrai, par contre, ce qu'il faut me regarder, c'est si vous pouvez vous remémorer le graphique où est-ce qu'on voyait toutes les différentes évaluations d'entreprise qu'on avait. Il n'y en avait pas une qui se situait en bas de ce qu'offrait en fait l'acheteur des États-Unis. Donc, si on rappelle, en général, l'évaluation de l'entreprise, il s'est effectivement glissé une petite erreur, mais l'évaluation de l'entreprise tient encore et on y croit encore. Ce n'est pas un bon investissement. En fait, ce n'est pas une bonne idée de vendre ses actions. Mais je vais quand même continuer dans mon idée que ma valeur obtenue est inférieure à celle de l'offre proposée. Mais je suis d'accord avec la méthode de vos multiples qu'elle est supérieure. Dans le cas qu'on prend deux méthodes d'évaluation, qu'on n'arrive pas nécessairement à quelle conclusion, quelle méthode on doit préconiser et pourquoi? Dans ce cas-ci, on avait 5 méthodes différentes, c'est-à-dire 4 méthodes qui étaient basées sur les multiples qui se comparaient aux autres compétiteurs que vous avez dans le marché. Ces 4 valeurs-là étaient nettement supérieures à la valeur de votre entreprise. Dans le cas où on obtiendrait une valeur de capitalisation des flux monétaires qui serait inférieure, oui, il y aurait lieu de se poser des questions à savoir si c'est une bonne offre ou si ça ne l'est pas. Mais si on se base sur les 4 autres points, qui sont 4 autres investissements, on peut croire que ça aurait une force plus grande que seulement la valeur de la capitalisation des flux. Et donc, on tiendrait notre recommandation de ne pas accepter l'offre d'achat. J'aimerais ça que vous me réexpliquez-moi la prime de risque de 2 dans le taux d'actualisation. Il est pourquoi ce 2 %-là de prime? En fait, la prime de risque de 2 qu'on a additionné à votre entreprise, c'est dû au fait que vous êtes dans un marché qui bouge beaucoup. N'importe quel compétiteur pourrait innover de façon importante et venir vous déclasser complètement, venir complètement prendre vos parts de marché. Ce 2 %-là, c'est pour représenter le risque associé au mouvement important de votre marché qui est en constante croissance, constante innovation. D'ailleurs, on a fait une analyse de sensibilité qui varie en fonction là, du taux, en fait, de la prime de risque, de la façon passée, en fait, de 0,5 à 3 si je ne me trompe pas. Et puis, on obtenait quand même des résultats là, qui étaient très fiables à l'évaluation de l'entreprise, peu importe la variation de la prime de risque. Mais c'est sûr que ça aurait été peut-être intéressant de le présenter, évidemment, la variation que ça aurait pu avoir. Par contre, c'est ça, la prime de risque représente vraiment la situation de l'entreprise et les risques externes qui sont associés à elle. Donc, ouais. Pour faire notre présentation là, à nos actionnaires, là, on focus sur le qualitatif ou le quantitatif? Vous avez l'air à focuser beaucoup sur le qualitatif. Je crois que les deux vont de pair. L'un ne vient pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'au niveau quantitatif, on nous a donné beaucoup d'arguments, notamment avec les différentes régulations qu'on a faites, mais on trouvait important aussi de préciser tous les éléments qualitatifs, c'est pourquoi on les a apportés. De pair, je crois que vous êtes en mesure de convaincre aisément vos actionnaires que de ne pas vendre votre entreprise est une bonne décision. Je vais faire du pouce sur ce qu'on vient de poser comme question. Où est le qualitatif dans votre argumentation? Le fait on vous a présenté beaucoup le fait que vous soyez une entreprise qui est une pionnière au Canada, que vous êtes bien installé. On a présenté aussi les parts de marché de dernières années que vous avez perdues. En contrepartie, vous avez gagné. Vous avez présenté les domaines dans lesquels vous êtes déjà installé, qui est innovateur, dont c'est
puis les endroits où vous avez pris le plus de part de marché de croissance, donc les éléments qualitatifs qui sont là. Et pendant que j'ai la parole, je vais la garder ici pour quelques minutes. Je vais m'amuser un peu. Garde la voix quand même. J'ai un petit peu de voix, là. Quelle différence vous avez fait votre présentation, puis quelle différence vous faites entre les risques et les menaces? Parce que tantôt, vous me présentez des menaces, tantôt des risques. Moi, comment je dois interpréter ça? C'est sûr que c'est des choses qui se regroupent un peu. D'ailleurs, il y avait des choses qui se répétaient là, dans ce qu'on disait. Les risques importants, c'est les risques qui pourraient faire varier l'évaluation de l'entreprise. Il y a des menaces qui vont toujours être là pour une entreprise de télécommunications, la concurrence, quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement des risques qui vont faire varier l'évaluation de l'entreprise. Donc, ce qu'on a mis comme risque, c'est vraiment des choses qui pourraient, pour un investisseur, faire varier là, son interprétation de l'évaluation. J'ai une autre question. Ben, vas-y. Vous avez aussi présenté au début une rapide. Vous avez fait un survol de force-menace. Force-menace, mais pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à le classer force-menace, force-faiblesse, menace-opportunité, pour être capable de le mettre dans le contexte le plus précis possible? Eh bien, c'est sûr, comme je l'ai mentionné dans la présentation, d'ailleurs, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est vous aider à faire votre présentation aux actionnaires. On savait déjà c'était quoi notre conclusion, maintenant on voulait vous guider à faire votre présentation aux actionnaires. On trouvait que les opportunités et les faiblesses de l'entreprise, c'était moins quelque chose sur lesquels vous pouviez vous appuyer, en fait, pour vraiment là, offrir oui. Comment est-ce que je peux envisager d'écrire des menaces, comprendre des menaces, si en partant, je ne comprends pas mes faiblesses? Mais c'est pas une affaire de ne pas comprendre vos faiblesses, vous êtes quand même le PDG de l'entreprise, j'imagine que vous êtes au courant de quelles sont les faiblesses de votre entreprise. Donc ça, je suis certain que vous les comprenez très bien. Par contre, c'est ça, c'est sûr que c'est pas là-dessus qu'on voulait mettre l'emphase justement, puis dans votre présentation aux investisseurs, c'est pas là-dessus qu'il va falloir mettre l'emphase non plus, évidemment, puisqu'on veut faire bien paraître Bell Canada et puis on veut les convaincre que c'est un excellent investissement. Okay, alors, je leur présente un portrait magique en leur faisant comprendre que je ne suis pas trop conscient de mes faiblesses. Non, voilà, c'est pas ce que je dis. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on présentait les menaces. On sait que les investisseurs sont conscients des menaces qu'il y a, et donc c'est pour ça, et des risques d'ailleurs, et puis c'est pour ça qu'on vous présentait les deux côtés. Ouais. J'ai une question. Rappelez-moi un peu la conclusion qui était de votre conclusion que vous avez faite au début. La conclusion était de ne pas accepter toutes les offres d'investissement telles qu'elles sont actuelles. Pour quelle raison? Résume-moi là un point. En un point. Alors, ma raison, à moi, je suis un investisseur, un point. Comment que... Ça ne correspond pas à la valeur de l'entreprise. That's it. Puis là, présentement, à la fin, tu me dis que tu voudrais qu'on présente aux actionnaires le fait des dividendes, le dividende de 5 %. Je fais un lien un peu avec ta conclusion de ton lien de 5 %. Par contre, tu ne m'as jamais projeté l'évolution de mon action dans le temps non plus. Moi, comme investisseur, j'ai ça dans mon portefeuille, tu me vends un dividende de 5 %. Par contre, la variation, ma volatilité de mon action, jamais qu'on en tient compte non plus. Un actionnaire, s'il va chercher un portefeuille, il va chercher une action, oui, il y a la portion de dividende, mais la variation de sa valeur dans le terme. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Si je puis me permettre, l'action de Bell est une action qui est très stable, qui a un bêta qui est moins de 50% de la variation de la prime de marché. Donc, les investisseurs sont tous très au courant que c'est un titre qui va varier à moitié moins que le marché va varier en général. C'est-à-dire que si le marché prend 2 % il n'en prendra qu'un, mais quand le marché en perd 2, il n'en perd qu'un aussi. Donc, un titre qui est très stable, qui verse de très hauts dividendes, un taux de rétention de l'entreprise des profits de 55 %. Ça veut dire que 45 % des profits de l'année dernière ont été remis aux dividendes. C'est donc une entreprise qui est très stable et qui offre un bon rendement année après année à ses investisseurs. Au détriment de l'action qu'on va acheter présentement, que vous avez refusé d'acheter. Exact. Qui, elle, n'a pas été comparée dans sa portion de dividende, qui, elle, n'a pas été comparée non plus dans sa projection de rendement. Ben, en fait, c'est pas... Je vais juste revenir sur ton point de dividende à la fin. Là. Tu m'as emmené dans une alternative de me vendre ça à des actionnaires. Je veux juste comprendre un peu la logique d'un choix de placement que tu proposes de faire. C'est ça que vous voulez qu'on fasse à nos actionnaires. Comment est-ce que vous me comparez par rapport à une autre action d'achat? Mais actuellement, l'offre qui est faite, c'est une offre qui se retrouve à offrir un rendement aux actionnaires de 30 % supérieur à ce qui est la valeur actuelle de leur entreprise. Cependant, l'entreprise offre un rendement en dividende qui est équivalent à 5 %. Ce rendement-là est en croissance de 6,5 % annuellement. C'est donc dire que
S'il restait parfaitement stable, ça prendrait 6 ans afin d'égaler le rendement de l'achat, mais en considérant cette augmentation du taux de dividende de 6,5 % annuellement, ce délai est raccourci et donc nous ne considérons pas que ce soit avantageux à long terme. C'est précis, ça, monsieur. Vous avez parlé de deux petits compétiteurs dans votre tableau comparatif. Deux gros compétiteurs. Non, vous avez parlé de Deux deux petits petits. compétiteurs. Qui sont-ils et pourquoi je devrais pas m'en préoccuper? D'accord. Alors, on parle de Char Télécommunications, qui est une entreprise qui est surtout concentrée là, dans le reste du Canada, mais qui a quand même une présence au Québec. C'est un très petit compétiteur. On parle d'environ le quart, le 5e de la taille de Bell Canada, en fait de BCE. Et donc, c'est sûr qu'au niveau des comparaisons, ça se fait plus difficilement. Ils n'offrent pas tous les mêmes services, ils n'ont pas la même taille d'entreprise. L'autre, c'est une compagnie, Manitoba Telecom, qui est en fait partiellement une société d'État. C'est plus difficile de comparer en fait avec une société qui est pas complètement privée comme BCE. Et en plus, elle est d'une taille largement inférieure, tout comme Char. Je suis pas peut-être insignifiante, là, mais pourquoi j'ai pas vu des entreprises comme Vidéotron? C'est quelque chose que je En pense. 2007, Ok, d'accord. Ok, ça marche. C'est beau. C'est beau. C'est bon? Ça fait plus que 5 minutes. C'est ça.